Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Nous revenons aujourd'hui sur une émission qui avait très bien marché, mais alors, où nous avons découvert les dessous des cartes du nucléaire grâce à une étude des élèves de l'EGE. De l'EGE, c'est la guerre économique, c'est ça. Ouais. Et alors là, je vous laisse nous reparler de cette émission, parce que je suis encore sous le choc de ces interventions d'un pays ami pour casser le nucléaire français. Je crois que c'est la première fois, il faut saluer l'école de guerre économique, parce que c'est la première fois, à ma connaissance, qu'on a levé le voile sur une opération qui a été vraiment systématiquement et construite contre la France par un pays qui est notre meilleur ami, soi-disant, le couple franco-allemand, puisqu'il s'agit de l'Allemagne, et dans laquelle l'Allemagne a sciemment torpillé le nucléaire français pour essayer d'imposer le gaz allemand. Une stratégie à long terme, et qui s'est faite à travers deux instituts dépendants du gouvernement allemand, dont Heinrich Böll, l'Institut Heinrich Böll, et ces deux instituts ont financé en France des associations, des ONG, bien entendu écologistes antinucléaires, et des nombres de gens pour qu'ils sabotent l'industrie nucléaire française et qu'on l'arrête. On peut dire que ça a été une opération réussie, puisque vous savez qu'à un moment, la France a commencé à fermer ses centrales, la dernière en date étant Fessenheim par le président de la République actuelle au début de son mandat. Malgré les protestations des gens, évidemment, des opérateurs du nucléaire qui disaient « mais c'est de la folie, vous vous faites manipuler ». Mais à l'époque, on ne savait pas exactement comment. Maintenant, nous connaissons toute l'histoire et nous savons que nous avions chez nous des gens qui défendaient carrément un intérêt d'un pays étranger. Alors, est-ce par intérêt personnel, est-ce par naïveté? Je veux croire que c'est par naïveté et j'ajouterais par incompétence évidente. Vous avez très bien expliqué que l'Allemagne n'attaquait pas le nucléaire français pour le plaisir. Ah non, c'était pour le remplacer. Oui, c'était pour remplacer le nucléaire français qui nous permettait d'avoir de l'électricité beaucoup moins chère que celle produite en Allemagne avec le gaz, par du gaz allemand. Et entre parenthèses, je vous disais, nous avons réussi parce qu'on a maintenant sauvé le nucléaire, parce qu'on relance le nucléaire, mais soyons honnêtes aussi, le prix de l'électricité actuel en France, qui est calculé sur le prix du gaz allemand, montre bien que, oui, d'un côté, on a sauvé le nucléaire, mais d'un autre côté, ils ont réussi leur coup. On a remplacé le prix du nucléaire, qui était un prix très bas, par le prix du gaz, qui est beaucoup plus cher. Et donc, on a pénalisé les entreprises françaises, alors que c'était le seul avantage qu'elles avaient par rapport aux entreprises allemandes. Donc oui, ce n'est pas une histoire glorieuse à la gloire de la France. Et de l'Allemagne. Où l'Allemagne joue son jeu. L'Allemagne joue son jeu, mais comme disait Churchill, nous n'avons pas d'amis, un État n'a pas d'amis. Je vous laisse redécouvrir cette émission et les moments que nous avons choisis. Merci et à très bientôt. Et comme vous allez l'entendre dans cette émission, vous allez voir comment un pays, à travers des fondations, est capable de déstabiliser l'industrie d'un autre pays avec toutes les conséquences que ça peut poser. L'autre pays étant la France, l'activité étant le nucléaire. Je vous rappelle que nous avions, grâce au nucléaire, l'électricité la moins chère d'Europe, que donc c'était un élément de compétitivité pour nos entreprises, et que l'assassinat du nucléaire français a abouti à ce qu'aujourd'hui, on soit obligé d'acheter du gaz à un prix très élevé, dans un cadre européen qui nous coûte très cher, et comme vous avez pu le constater, ça a un impact catastrophique sur nos entreprises. Dans votre étude, vous nous parlez bien sûr des fondations allemandes qui sont financées par le gouvernement allemand. Quelles sont celles qui sont les plus importantes en définitive? Alors en fait, le système de fondation allemande est très particulier parce qu'en fait, chaque fondation est affiliée à un groupe politique. Oui. Donc c'est-à-dire que typiquement sur celles qu'on s'est intéressé, donc la fondation Rosa Luxembourg et la fondation Heinrich Böll, sont affiliés au Vert pour Heinrich Böll et pour Rosa Luxembourg à Die Linke qui est donc la branche de gauche des Allemands. D'accord. Et donc c'est de là qu'on fait ce travail de sape
pour le nucléaire, mais il en existe aussi d'autres qui vont aller de l'extrême droite à la droite, à modérée. Chaque parti a sa fondation. C'est ça, il y en a 7, et ces 7 vont évoluer de manière indépendante, mais en étant reliés à l'État, au Bundestag, et aussi aux différents partis politiques allemands. Chacun a son budget. Il y a une enveloppe globale en 2023 qui atteignait 690 millions d'euros. Et quand même. Oui, et en fait, c'est dans les lois de financement, et donc plusieurs ministères participent à leur financement, et c'est 90%. C'est 90% de leur financement. Les 10% restants, ça va être des aides régionales, départementales ou encore des dons. Si je fais un calcul rapide, hein, vous dites 680 millions d'euros pour 7, en gros, ça fait un peu moins de 100 millions par fondation. 100 millions d'euros pour une fondation, c'est pas mal. Et ça vous donne une force de frappe sur le plan lobbying. Extraordinaire. Alors c'est ça qui est assez intéressant. Donc ça va dépendre de la fondation par rapport au budget. Certaines vont gagner plus de 100 millions quand d'autres vont être un peu en dessous. Bien sûr, oui. Ce qui est intéressant, c'est que 50% de leur financement va à l'étranger. Donc va aider leur fondation à grandir à l'étranger, etc. Après, ils sont très très présents. Mais qui sont là pour promouvoir l'image de l'Allemagne ou qui sont là pour promouvoir leurs idées? Parce que vous dites comme ça dépend de partis politiques. Alors en fait, les fondations à la base, c'était lors de la dénazification où elles ont été réellement créées. C'était pour en fait, enlever l'idéologie nazie qu'il pouvait y avoir encore en Allemagne de l'Ouest. Ensuite, elles ont eu ce rôle d'être les promoteurs de la démocratie occidentale et de son modèle à travers le monde. Aujourd'hui, ils ont des agendas politiques complètement différents. Pour reparler d'Heinrich Böll, elle a vraiment cet agenda très vert et très axé sur les énergies renouvelables. Elles sont anti-nucléaires. Mais nous sommes en Allemagne. Seulement, le problème, c'est que 50% de ces fondations, l'argent qu'elles touchent, 50% est consacré à d'autres pays. Alors, comment vous avez pu justement regarder et faire le lien entre ce que faisaient ces fondations en Allemagne sur le nucléaire et puis, en définitive, comment c'est arrivé jusqu'à chez nous? Il y a eu Comment ça se passe? Pour se documenter sur ce qu'était une fondation, comment elle était financée, on peut le trouver sur les pages des fondations allemandes. Donc, en fait, ce rapport, il a pour but de montrer ça, mais aussi de montrer l'inaction en fait, de l'État français, puisque eux nous montrent clairement ce qu'elles font, comment sont leurs financements. Et donc, ils sont venus en France, notamment en France, par rapport à la question du nucléaire, parce qu'on est un compétiteur. On est un compétiteur évident en Union européenne. C'est clair. Aujourd'hui, eux, par rapport à leur énergie, c'est quelque chose qui est compliqué pour eux, avec la fin du gaz russe. Et donc, ils ont perdu cet avantage comparatif qu'ils pouvaient avoir par rapport à la France. Et ils veulent détruire le nucléaire pour regagner cet avantage. Oui, alors, si je peux me permettre, je vous interromps une seconde, parce que la France, si vous comparez la France et l'Allemagne au niveau industriel, en gros, on travaille pas plus d'un côté que de l'autre. En gros, à la louche. C'est-à-dire qu'on est parmi les pays du monde où on travaille le moins, l'Allemagne et la France. Qu'est-ce qui se passe? Les Français, les entreprises françaises ont des charges sociales extrêmement importantes et on a un coût social des salariés très important. C'est la caractéristique française. Donc ça pénalise les prix de revient puisque ça s'ajoute au salaire net que va toucher l'individu. Comment on pouvait compenser? En plus, on avait des impôts très élevés. Donc comment on pouvait compenser? On pouvait compenser parce qu'on avait quelques éléments, et un des éléments essentiels, c'était l'électricité nucléaire. Nous étions les moins chers en Europe au niveau coût de l'électricité. Donc on compensait une partie de nos coûts supplémentaires par une électricité très faible. Les Allemands, de leur côté, qui n'avaient pas, ou du moins qui ont très vite été poussés à arrêter le nucléaire, eux avaient une électricité qui coûtait beaucoup plus cher, à travers le charbon, à travers d'abord, et ils continuent d'ailleurs entre parenthèses, parce qu'aujourd'hui, comme vous savez, on a arrêté le nucléaire en Allemagne, on a rouvert les centrales à charbon, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne pollue plus, dans le nord de la France en particulier, qu'elle ne polluait il y a 10 ans. Personne n'en parle. Enfin, ça, c'est encore autre chose.
Donc, ils avaient une électricité beaucoup plus chère. Par contre, ils avaient des charges sociales beaucoup moins élevées et ils avaient des impôts beaucoup moins élevés. Donc, en définitive, quand on parle des différentiels de compétitivité entre les Allemands et les Français, une partie de ce différentiel, chez nous, était amortie par l'électricité. Donc, lorsqu'on tue le nucléaire et qu'on obtient à Bruxelles que tous les pays d'Europe pratiquent un prix péréqué de l'électricité à partir de l'électricité fournie par le gaz, qui est pénalisé? C'est nous, par rapport aux Allemands, puisque eux, ça ne bouge pas par rapport à ce qu'ils avaient avant, alors que nous, on va se retrouver à supporter le différentiel entre le coût nucléaire qui était très bas et le coût de cette électricité qui était très élevé. Donc en définitive, c'est un formidable moyen de tuer l'industrie française, ou du moins de lui mettre un grand coup sur la tête. Donc comment on fait? Comment ils ont fait? Alors, il y a plusieurs types d'actions. Il y en a qu'on va appeler plus ou moins directes et des autres indirectes. Donc, les actions directes, ça va être la production de rapports, la production de connaissances. Ça va être rencontrer les élites du pays en question. Ça va être aussi donner des bourses, des formations, typiquement des bourses pour des doctorats ou des choses comme ça. Ça va être la création ou le financement de partis politiques ou affiliés politiquement, des partenariats avec des acteurs, des ONG dans le pays qui sont pour leurs objectifs, pour leurs ambitions. Donc ça va être les actions qu'on va dire directes et d'autres qui vont être indirectes, puisqu'en fait, tout ce qui va être lobbying et action, on va dire choc, normalement, en Allemagne, les fondations n'ont pas le droit de le faire. Elles n'ont pas le droit d'être en ingérence dans un autre pays. C'est interdit. Et donc, ils vont passer par un acteur tiers. Typiquement, pour Heinrich Böll et notamment Heinrich Böll, ça va être de financer l'ONG Réseau Action, donc qui va regrouper plusieurs ONG, notamment Greenpeace France ou Sortir du nucléaire. Et ces associations vont mener pour elles des actions choc, typiquement lorsqu'ils avaient bloqué la centrale de Fessenheim, ou encore le réseau Action est enregistré comme faisant du lobbying. Donc à ce moment-là, ils peuvent passer par le réseau Action pour exercer du lobbying en France. Le couple franco-allemand, en définitive, un ministère finance la dégradation, le sabotage, le dénigrement du nucléaire français en France par des ONG françaises, et on trouve ça normal. C'est tout le principe de la guerre cognitive qu'ils réussissent à faire en France et ces actions d'influence que la France a du mal à cadrer encore aujourd'hui. Le problème, c'est que la France a ce côté très étatique et ne veut pas déléguer. Et le problème, quand on ne délègue pas et qu'on veut s'occuper de tout, c'est qu'on s'occupe de pas grand-chose au final. Vous êtes en train de nous dire, à travers le rapport que vous avez écrit avec vos collègues, c'est qu'en définitive, une fois, certes, il y a ce scepticisme, certes, il y a un blocage, mais derrière, il y a des actions délibérées de propagande dans des pays étrangers, d'influence dans un pays étranger, pour faire que ce pays étranger arrête un élément fondamental de son équilibre économique. Là, on est en train de voir que, eh bien, pareil, on a, à travers des instruments de lobbying, des financements venus de l'étranger, on a démoli, on a dénigré de l'industrie française, enfin, un élément constitutif de la compétitivité française, en l'occurrence l'énergie. Donc on voit bien que la coopération, le couple franco-allemand, il y a des sérieuses questions à se poser. Est-ce que notre ami de toujours, avec qui nous travaille le couple de toujours, est-ce qu'il n'est pas en train de nous cocufier régulièrement depuis un certain temps? Peut-on faire confiance à un partenaire qui systématiquement sabote toutes nos initiatives et qui en plus même vient pénaliser les domaines d'activité qui sont performants chez nous? Et ce qui est impressionnant avec votre rapport, effectivement avec Alain Juillet, on aborde souvent l'intelligence économique et on parle souvent des signaux faibles. Mais là, c'est même plus des signaux faibles, c'est un boulet de canon. Et là, personne n'est intervenu. En fait, c'est vrai qu'il suffit juste de lire les rapports pour se rendre compte qu'ils sont complètement antinucléaires. À la fin de ce rapport, on évoque l'idée de développer une instance de l'Assemblée nationale, un peu sur le même le registre que, de mémoire, c'est le MIVILUDES, contre les déviances sectaires. Et donc là, ce serait pareil,
créer une instance qui permettrait de comprendre comment fonctionnent les fondations, les limiter, savoir comment elles agissent sur notre souveraineté, et si elles agissent de manière trop négative, potentiellement les empêcher et sévir. Et donc c'est ce qu'on propose. On a cette volonté de se dire, voilà, on vous propose comment réagir à ça à la fin de notre rapport, en disant, encore une fois, c'est l'Allemagne, elle assume complètement ce qu'elle fait, c'est juste la France qui refuse d'ouvrir les yeux. Un parti politique allemand est en train d'influencer la politique française. Totalement. Parce qu'en fait, c'est l'un des points que dit le rapport, c'est justement de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on attend pour les contrôler, parce que c'est eux qui influencent complètement notre politique. Et est-ce que cette baisse du nucléaire pendant peut-être 10 ans, je ne m'en rappelle plus très bien, mais cette baisse progressive du nucléaire n'est pas foncièrement due à justement un lobbying important allemand et des fondations. Le siège d'Heinrich Böll en France est apparu en 2016, donc ce serait très peu probable, mais vraiment ce lobbying allemand, on sent présent en fait au niveau du nucléaire. On a du pain sur la planche. En tout cas, je pense que ça va à votre rapport, et je crois que c'est là-dessus qu'on peut conclure. Merci d'abord d'être venu. Merci à vous. Merci qu'on ait pu échanger sur un élément qui fait beaucoup de bruit actuellement dans les milieux officiels et les milieux politiques, parce que c'est la première fois qu'on met vraiment le doigt sur une opération de ce genre. Et je pense que, une fois de plus, ça permettra à nos auditeurs de réfléchir sur cet environnement qui n'est pas forcément amical, et qui fait que la politique française, au point de vue économique, c'est pas facile de l'amener quand on voit toutes les choses trappes et tous les mauvais coups dont elle est victime, pas seulement par nos fautes, mais également par des actions venues d'ailleurs. Où est-ce qu'on peut trouver ce rapport ? Alors, on peut le trouver sur le site de l'EGE, tout simplement. D'accord, il est ouvert. Il est complètement ouvert à tout le monde. N'importe qui peut le lire. Il y a même une version anglaise pour les étrangers ou ceux qui veulent le lire en anglais, bien évidemment. Et oui, on peut le trouver complètement gratuitement sur le site de l'EGE.